Ici Leia Organa. L'empereur est mort. Lui et sa seconde station spatiale de combat ont été détruits par les forces de l'Alliance plus tôt dans la journée. Cela ne marque pas la fin de l'Empire. Battez-vous pour votre liberté, pour votre futur. Tard dans la soirée, l'ambassade a été la cible d'une attaque terroriste menée par les infiltrateurs de l'Alliance. Ce que nous pouvons faire de pire, c'est de ne rien faire. La rébellion a triomphé. Vive l'Alliance, mort à l'Empire. L'histoire nous a projetés à la lisière du chaos et nous avons maintenant le choix. Nous pouvons soit plonger dans l'abîme, soit sauter courageusement de l'autre côté. Un long courrier arrivant de Solust a été désintégré par les douanes Probant de la doctrine impériale et ce nouveau régime rebelle qui arrive, quelle nouvelle forme de gouvernement nous attend? lentes émeutes contre l'annulation des vols extra-impériaux. Si vous nous écoutez depuis un monde impérial, pliez bagages aussitôt que possible. Tout ça ne nous dit rien qui va. Taxi est à un croisement de son histoire. Nos enfants ont grandi avec l'empereur qui nous disait quoi faire. Et nous pouvons enfin penser par nous. Annonce de l'ex-sénatrice, de nombreux mondes de la bordure extérieure se sont ralliés à l'Alliance. Mais soyons réalistes, qui vous dit que l'empereur est bel et bien mort? Où sont les preuves? Vous me dites que vous croyez les rapports officiels? Parfaitement. Tout le monde ne vote pas pour votre discours. Voir que l'empereur est bel et bien mort et que l'armée refuse de prendre ses ordres auprès de sa bien-aimée. Et de la Conforne, dirigé par le commandant Choplin et d'autres, a repris le district fédéral aujourd'hui après les émeutes de Monument. Ce soir, l'Empire est victorieux. La rébellion ne menacera plus personne. Leur attaque sur nos installations a échoué. Les rumeurs de la mort de l'empereur ne sont que tromperies. Pour ceux d'entre vous qui croient en ces mensonges, vous qui osez douter de la puissance de l'Empire, vous en répondrez devant nous. Bienvenue à nouveau. Dans ce premier axe de recherche, nous allons revenir sur l'une des batailles déterminantes de l'histoire de Seswena et de la bordure extérieure. Ce chapitre confus alimente encore aujourd'hui le folklore autour des Muturans. La légende parle d'un duel qui serait, selon certains théoriciens, le véritable point de rupture de la nation seswenienne. Si l'on peut affirmer que certains événements ont historiquement eu lieu, personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé lors du dernier jour de l'Indiscret. Du moins, jusqu'à présent. Juste avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous invite à découvrir le travail de mon équipe qui, au travers de plusieurs articles, vous offre toutes les clés de lecture pour comprendre le contexte de l'époque. Les liens s'affichent en ce moment même en description sur votre datapad. Lors de la première séance, nous vous avions présenté le casque retrouvé dans la carcasse du Ketana. Suite à une étude plus approfondie, l'enregistreur qu'il contient s'est révélé être si volumineux qu'il nous a fallu déterminer un point de repère pour commencer nos recherches. Notre choix s'est arrêté 3649 ans avant l'ère impériale, la date à laquelle se déroule ce récit. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire d'un roi et de la chute de son royaume. Cette histoire nous emmène dans la bordure extérieure, au crépuscule de l'âge d'or de Seswena. Au plus fort de la Grande Guerre, ce système d'importance stratégique a tourné le dos à ses origines, en pactisant avec son ennemi juré, le Second Empire reconstitué. À cette époque, règne Childéric Anselme. Il est le fils d'un riche industriel d'impératrice Théta et a été élevé dans la doctrine impériale. Fervent partisan,
son idylle se brise pourtant à l'approche de ses 46 ans, lorsque le trône éternel de Zakel prend la galaxie en otage et chasse les impériaux de sa planète. Seswena, dont l'économie dépendait de leur malversation, se voit privée de tout subside. Mais Childéric ne s'avoue pas vaincu pour autant, et lorsque des soulèvements ont lieu partout dans la galaxie, Seswena est l'une des premières à chasser l'envahisseur. Quand il s'agit de stabiliser son économie, la politique du souverain devient de moins en moins scrupuleuse. Le commerce de la carbonite reprend de plus belle, grâce à un nouveau partenariat entre Seswena et la très controversée corporation minière Offworld. Avec leur aide, les mines de Phégon dont Zakel s'était emparé sont réouvertes, malgré les nombreuses attaques pirates dans la zone. Parallèlement, sur Seswena, de somptueux bals sont organisés dans le palais de la cité d'Albe à l'occasion des 70 ans de règne de la famille Anselme. Toutefois, au-delà des apparences, Childéric le sait, les finances vont mal, mais il a encore une carte dans sa manche. Cette année-là, les grandes puissances se reforment péniblement. La République et l'Empire se regardent en chiens de faïence, sans pour autant avoir la force de se déclarer une nouvelle guerre. La destruction des armadas républicaines et impériales lors de l'invasion de Zakel laisse de nombreux systèmes de la bordure extérieure à la merci des pirates. Ce répit est en vérité une occasion rêvée pour les criminels en tout genre. La route de Trielus, qui relie notamment Seswena au territoire Hutt, devient un véritable coupe-gorge. Dans les astroports, les survivants parlent à demi-mot de terribles incidents. Les témoignages d'attaques se multiplient. Elles sont d'abord mises sur le dos de groupes isolés, mais très vite, certaines similitudes commencent à relier ces assauts implacables. Ceux que les spationautes appellent désormais les loups de Trielus font trembler la flotte marchande. Si les rumeurs n'arrivent pas à se décider quant à l'apparence du vaisseau pirate, les cargos abordés parlent toujours de guerriers vêtus d'étranges armures. Leur chef serait un individu trapu et patibulaire, qui se ferait appeler Mab. On commence à parler de francs-tireurs, probablement des Mandaloriens, à la solde des Hutt. Il faut dire que ces criminels restent à la lisière des terres du cartel et évitent prudemment d'attaquer leurs engins. Mais quelque chose cloche. Jusqu'ici, les attaques font peu de victimes, ce qui ne correspond pas aux méthodes sanguinaires des Hutt. Quand bien même ce ne sont évidemment pas de simples soupçons qui vont forcer les Hutt à agir. En revanche, la route de Trielus est empruntée par les foreux interstellaires d'Offworld. Cette puissante corporation multisidérale appartient au Khajidik Hutt de Bansei, qui voit cette agitation d'un très mauvais œil. Depuis la défaite de l'ancien dirigeant du cartel des Hutt sur Makeb, l'armée contractuelle des régulateurs interstellaires a été démantelée. Ce qu'il reste de ces mercenaires est éparpillé dans la galaxie, mais certains groupuscules servent encore les Hutt. Il s'avère que la milice privée d'Offworld en est majoritairement composée. Envoyés par le clan de Bansei, ils établissent un barrage au carrefour de Sanraf 6, qui donne accès au système Phégon. Les semaines passent, mais les attaques continuent. Parmi les galions marchands qui naviguent sur la route de Trielus, l'un d'eux attire finalement leur attention. Le Locantusia, un vaisseau cargo des plus banals, porte les traces d'un combat récent sans qu'aucun rapport n'en fasse mention. Avant qu'il ne puisse la raisonner, le cargo met plein gaz et percute le flanc du vaisseau mercenaire. Les mercenaires constatent avec terreur que les soutes du Locantusia, encastrées dans leur frégate, sont chargées de carburant volatile. Aux confins du système, un appareil sort alors du gaz pour fondre sur les deux vaisseaux.
Quelques heures plus tard, le clan de Bansei constate que le blocus de Sanraf 6 a été levé. Le vaisseau mercenaire, désossé, est à la dérive, et son équipage est quant à lui retrouvé enfermé dans le Locantusia. Ils décrivent un appareil d'environ 300 mètres de long, hérissé de senseurs et armé pour la guerre, muni d'un mât ventral et de grandes voiles solaires. Il se dissimule parmi d'autres cargos grâce à un transpondeur trafiqué qui le fait passer pour un fretteur rendilien appelé Tonnant. Persuadé que la prochaine attaque visera leur mine sur Fégon, le clan de Bansei lance l'alerte. Pendant ce temps, sur Seswena, un énième bal a lieu au palais. Pour la première fois depuis leur départ, Childéric reçoit les émissaires du Second Empire, avec qui il espère concrétiser une nouvelle alliance. La prochaine guerre se prépare et, pour restaurer les anciens privilèges, le souverain tente un coup de poker. Cette fois, il revendique son indépendance et exige que Seswena soit traitée comme leur égal. Mais les négociations sont interrompues par la rumeur de l'attaque. Opportunistes, les ambassadeurs profitent de l'incident, mais Childéric refuse catégoriquement leur aide. Anxieux de prouver son indépendance, le souverain monte une expédition punitive et part sur le champ à bord de son croiseur personnel, l'Indiscret. Voilà donc tout ce que l'on sait de cet épisode avec certitude. Nos amis du chapitre seswenien connaissent évidemment les conséquences dramatiques de ces événements, et par conséquent, je sais pertinemment que ce sujet est sensible. Je peux toutefois affirmer sans crainte que ce que nous avons vu sublime n'importe quel mythe. L'échiquier est en place, il est temps maintenant d'avancer les pièces. Bien qu'il n'ait aucune formation militaire, Childéric a pour lubie de se faire surnommer capitaine, un titre qu'il s'est attribué lors de la mise en service de son croiseur de guerre. L'Indiscret, l'unique bâtiment de ligne de Seswena, est à quai depuis l'occupation zakélienne. Ce vaisseau de 500 mètres de long est un transport impérial vétuste, transformé par les ingénieurs de Terab. Il embarque avec lui un escadron de 6 traits, des intercepteurs fragiles, mais incroyablement rapides, qui compensent son manque de manœuvrabilité. Il est équipé pour la poursuite, mais si son armement est moderne, son réacteur principal, lui, est encore d'origine, et il s'essouffle rapidement lors des combats de longue haleine. Cet engin est, à vrai dire, à l'image des compétences martiales des Sesweniens, dangereusement malhabile. Mais quelle importance face à un ridicule vaisseau pirate. Dans le système Fégon, les foreuses d'Offworld se sont déjà retirées lorsque l'Indiscret sort de l'hyperespace. À première vue, il semble seul, mais dans cette zone encombrée, ses senseurs perdent en efficacité. Tandis que Childéric survole les installations minières en se demandant si les bandits ont pris la fuite, le radar, lui, sursaute et tourne fou. Là, tel un prédateur à l'affût, le Tonnant sort de sa cachette. Il est bariolé d'un camouflage disruptif qui brise sa silhouette et sa proue est bardée d'antennes. Filant à vive allure, les pirates font feu avant que l'Indiscret n'ait le temps de réagir. Indigné par l'audace de ces criminels, Tanselme vire de bord et lâche une volée à l'aveugle. Dans leur dos, le Tonnant prend de la distance et se dissimule derrière un opaque nuage de poussière. L'Indiscret donne la chasse, les traits jaillissent de ses flancs pour dénicher le Tonnant. Par-delà le brouillard, l'équipage de Childéric assiste à un théâtre d'ombre. Les chasseurs zèbrent l'espace dans un balai infernal, mais alors que le croiseur met le cap sur les combats, l'obscurité retombe tout à coup. L'Indiscret fait halte devant l'immense nuage dans lequel ses intercepteurs se sont engouffrés. Enfin, une voix surgit du néant.
Il est encore temps de changer de carrière, capitaine. La tienne risque d'être courte. Anselme fulmine. Ces dégénérés risquent de mettre à mal tout ce pourquoi il s'est battu. Mais leurs railleries ne font que retarder l'inévitable. Pointez les batteries sur cette vermine. L'indiscret fait feu de toutes ses pièces et la rafale illumine le nuage un bref instant. Une ardente lueur apparaît alors, mais ce n'est pas l'impact que Anselme attend. À pleine vitesse, le Tonnant déchire le voile de poussière et menace d'éperonner les Sessuéniens. Mais cette fois, ils sont prêts à l'accueillir. La canonnade qui s'ensuit est infernale. Elle crible les boucliers du Tonnant et le démate tandis que les déflecteurs de l'indiscret encaissent péniblement la violence des tirs. Son adversaire estropié se sert de son élan pour trouver refuge dans un large vortex de carbonite, l'indiscret sur les talons. Devant la gueule du Maelstrom, le croiseur ralentit. Son équipage hésite. Mais Anselme, lui, est décidé à en finir. En avant, pleine puissance. Il s'enfonce à l'aveugle dans des ténèbres de plus en plus denses. Le capitaine scrute silencieusement les étranges torrents qui semblent animer ce paysage de cauchemar. Il devine que quelque chose lui échappe, mais il est déjà trop tard pour faire demi-tour. Soudain, le Tonnant surgit des ombres pour se ruer vers la sortie du dédale, en ventilant ses gaz de refroidissement. Les senseurs, eux, s'affolent. Les torrents de liquide carbonique gèlent subitement dans une réaction en chaîne qui piège les Sessuéniens dans les glaces. À bord de l'indiscret, l'équipage cède à la panique. Anselme aboie ses ordres, mais la situation est désespérée. À chaque mouvement, de nouveaux rapports d'avarie clignotent sur le tableau de bord. Ils sont à la merci des pirates. Une silhouette apparaît alors sur le moniteur principal. Voilà qui met un terme à notre petite dispute, pas vrai? Anselme relève la tête. Les yeux injectés de sang, il foudroie l'écran du regard. Garde la tête froide, capitaine. Vert de rage, le souverain se jette sur son pilote et s'empare des commandes, alors que le Tonnant prend le large. Tu n'iras nulle part. Ce n'est pas fini. Aveuglé par la haine, il enfonce le levier de propulsion au maximum. La coque, figée dans la glace, se distord. En une fraction de seconde, le croiseur fait une embardée qui broie ses entrailles en le recroquevillant sur lui-même. Le cœur du réacteur épuisé se rompt. La déflagration scie le vaisseau de bord à bord et l'indiscret explose dans un panache incandescent de carbonite en fusion. À cette distance, les pirates ont à peine le temps de virer de bord avant de se faire balayer par l'onde de choc. Le Tonnant échappe au désastre de justesse. Quand le calme revient derrière eux, rien ne reste de l'indiscret. Childéric Anselme est mort. Son héritage disparaît avec lui et Sessuéna est condamné au déclin. La reconstitution que nous vous avons présentée aujourd'hui vous a été retranscrite le plus sincèrement possible. L'entièreté de nos recherches sont à la disposition du public. Les conséquences de cet incident sont encore perceptibles de nos jours. Il y a peu, Sessuéna a été officiellement destitué de son titre de capitale de secteur en faveur d'Eriadu. Il va sans dire que la République n'a jamais pardonné les agissements de Sessuéna à cette époque, et son déclin en est le symptôme le plus évident. Comme nous avons pu le voir, sa chute a pourtant commencé il y a bien longtemps, avant même la mort de Anselme. Mais certains préfèrent une belle légende à l'amertume de la réalité. Il nous reste à nous interroger sur les origines de ces mystérieux pirates. Pourquoi aller vers Fégon et se jeter dans la gueule du loup? Selon toute vraisemblance, la mort de Anselme et de ses hommes n'était pas préméditée. Alors, qu'en ont-ils tiré? Étaient-ce donc bien des Mandaloriens en manque d'action?
Rien ne nous permet d'écarter cette hypothèse pour l'instant, mais dans tout ce chaos, l'accumulation de coïncidences peut laisser penser qu'une machination est à l'œuvre. Après la crise de Makeb, le mercenariat galactique est devenu un véritable panier de crabes sans personne pour prendre la place des régulateurs. À une époque où le cartel a été maté par l'Empire et est devenu tributaire de la République, les Hutt cherchent probablement à saisir l'indépendance qu'ils ont perdue. Cette étude ouvre plusieurs pistes. La première, vous l'aurez compris, questionne l'implication du cartel des Hutt. La seconde est tout aussi intrigante. Le nom du vaisseau pirate est également celui d'un appareil de la République porté disparu plus d'un demi-siècle auparavant. À cette curiosité s'ajoute la manufacture rendilienne de son transpondeur, qui semble également correspondre à celle du convoi volatilisé. D'ailleurs, plus nous poussons l'étude du Tonnant, plus ces points communs étranges nous apparaissent. Mais on me fait signe que j'empiète sur le temps de parole de notre bien-aimé Alka. Je ne vais donc pas m'éterniser plus longtemps, mais réfléchissez. Laquelle de ces deux pistes vous semble prioritaire? Donnez-nous votre avis, car nous orienterons nos recherches en fonction de la majorité des votes. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à nous soutenir de la manière qui vous correspond le mieux. Toutes les informations nécessaires s'affichent sur votre datapad. Ah, et si vous regardez cette conférence en rediffusion, n'oubliez pas d'en parler sur l'Holonet. Je vous remercie, nous comptons sur vous.